Bonjour, vous êtes avec Perle. Nous allons parler de résonance. Savoir d'où l'on vient nous permet-il de savoir où l'on veut aller ? Qu'est-ce qui nous définit ? Que retenons-nous du passé ? Quels événements influencent nos choix ? J'aimerais aborder avec mes invités l'identité comme un voyage pour découvrir ce qui résonne en eux. C'est avec émotion que je reçois aujourd'hui une jeune femme inspirante, déterminée, que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'un voyage en Pologne. Ma chère Esther, comment vas-tu ? Je vais très bien, et toi, Perle ? Écoute, on fait aller en ce moment, mais on va quand même bien. Je suis ravie que tu sois là aujourd'hui, spécialement dans cette période, parce que ton histoire est une histoire rarement racontée, et je te suis extrêmement reconnaissante de venir nous la partager aujourd'hui. J'aimerais lire un passage d'une lettre que tu as écrite, et on en parlera après. J'ai appris que j'étais juive en 2017. J'avais 17 ans lorsque ma mère me l'apprend. Depuis 2017, j'essaye de reconstruire l'histoire de ma famille et de retrouver mon identité. J'ai seulement 23 ans, et à l'âge où d'autres jeunes pensent à s'amuser et à faire la fête, à profiter de la vie, moi, je n'ai qu'une seule chose en tête. C'est ma seule priorité, celle de rétablir la vérité. C'est le choix que j'ai fait, trouver ma vérité. Je veux retracer mon histoire et récupérer ce qui m'a été pris, mon identité, afin que les générations qui me suivent n'aient plus ce vide dans leur histoire. Esther, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se fait que tu aies découvert ton identité aussi tard ? Alors en fait, j'ai découvert mon identité aussi tard parce que c'était un secret. Parce que mon arrière-grand-mère, sa sœur a été déportée. Elle a été cachée pendant la guerre. Enfin, elle s'est cachée avec son mari et ses enfants, dont ma grand-mère. Et par la suite, du coup, elle a fait baptiser ma grand-mère après la guerre pour les protéger, j'imagine, à l'avenir si jamais il venait à se repasser quelque chose d'aussi affreux. Et elle a fait promettre à sa fille de ne jamais le dire. Ma grand-mère l'a quand même dit à ma mère assez tard. Elle devait avoir 27 ans. Et du coup, elle lui a fait promettre de ne pas le dire. C'est pourquoi elle me l'a dit si tard. Et finalement, donc tu as appris ça quand tu étais chez toi. Il n'y a pas eu un moment particulier. Est-ce qu'il y a eu un événement qui fait que cette annonce-là que ta mère t'a fait, soit arrivée comme ça, il y avait un truc spécifique. Est-ce que toi, tu ressentais quelque chose, tu cherchais quelque chose, ou ça t'est tombé dessus comme ça ? Alors en fait, avec ma mère, on a toujours eu des petits soucis de communication. Et un jour, elle m'a dit de toute façon, il y a des choses que je dois te dire, mais t'es pas encore prête. Et cette phrase, elle est restée dans ma tête. Et un jour, je l'ai questionnée. Et c'est là qu'elle m'a dit tu es juive. Ah ouais, là, ça tombe comme ça. En plus, dans ta famille, ils pratiquaient la religion catholique, ils ont été baptisés, des choses comme ça. Donc, pour toi, c'était vraiment limite, non mais c'est une blague, qu'est-ce que tu me racontes, comment est-ce possible ? C'est ça. Sur le moment, je l'ai pas cru du tout. Je lui ai dit tu me mens, c'est pas possible. Et elle m'a dit si, tu es juive. Et là, par contre, elle m'a fait promettre de ne pas en parler. Elle t'a fait promettre de ne pas en parler. Et donc, ça veut dire que c'est fou. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un traumatisme qui passe, même si elle n'a pas vécu la guerre. Il y a ce poids du secret, cette peur de communiquer qui est encore extrêmement présente et qui est toujours là aujourd'hui. Oui, totalement. Une fois que tu as pris conscience de ça, que tu as dû le digérer un petit peu, j'imagine, qu'est-ce que tu as voulu faire une fois que tu as eu cette information ? Alors, sur le coup, je savais pas trop quoi faire. Parce que c'est vrai que je me voyais pas trop débarquer dans une communauté ou que ce soit. Je savais que la communauté juive était très fermée par rapport notamment à des questions de sécurité. Et je me voyais pas du tout rentrer dans une synagogue et dire « Coucou, je viens d'apprendre que je suis juive, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, du coup, pendant un temps, je savais pas trop quoi faire. Et ce temps-là, il a duré longtemps. Et à quel moment, ou qu'est-ce qui t'a permis de continuer, finalement, de dépasser cette peur d'aller chercher plus loin ? Alors, du coup, j'avais la volonté de partir en Israël. J'avais envie de découvrir Israël. Je voulais partir de base seule. J'avais un peu peur parce que j'avais jamais fait de voyage seule. J'avais 19 ans. Je parle pas l'hébreu et je connais rien. Et c'est quand même en Israël, il y a quand même des conflits avec les territoires autour. Donc, je savais pas si mes parents me laisseraient partir. Et par hasard, un jour, je suis tombée sur le compte Instagram de Taglit. Et c'est comme ça, du coup, que je me suis renseignée pour pouvoir faire le voyage.
Ouais, c'est fou, quoi. T'as découvert cette possibilité de faire un voyage comme ça. Donc finalement, faire le voyage était limite plus simple parce que peut-être plus encadré, plus global. C'était un vrai step que d'aller... t'es jamais allé frapper à la porte d'une synagogue toute seule. Ah non, non. Bienvenue au club. Et donc, tu t'es lancée dans ce voyage toute seule. Et ta mère, comment elle l'a pris quand tu lui as annoncé ça? Alors du coup, je lui avais parlé du fait que je voulais travailler pour pouvoir partir en Israël. Après, je lui ai dit, j'ai trouvé ce voyage. Sur le moment, je me suis dit, il doit y avoir une arnaque parce qu'on n'offre pas 10 jours de voyage comme ça. C'est pas possible, personne ne fait ça. Et donc, j'ai vu que Taglit passait dans les salons Massa. Et donc, j'ai posé la question sur Instagram, quand est-ce que vous passez à Paris? Et du coup, il passait le dimanche suivant. J'en ai parlé à ma mère et elle m'a dit, si tu veux, on y va. Ah oui, donc ta mère, malgré le fait que c'est quelque chose dont elle ne veut pas parler, qu'il y a une forme de secret qui est toujours présent, son envie, finalement, que toi tu fasses ce voyage et que tu te poses toute cette question, tu penses que ça a été peut-être un soulagement ou un réconfort que tu fasses ce que elle n'a pas pu faire? Alors, elle se sent pas du tout concernée par tout ça. Mais récemment, du coup, je lui ai dit, maman, je vais passer à la radio. Et elle était contente. Et je lui ai dit, qu'est-ce que ça te fait à toi? Elle m'a dit, bah, moi, rien. Tu sais bien que je suis pas concernée, mais je suis contente pour toi parce que c'est ton truc. Je lui ai dit, non, mais pas pour toi, mais est-ce que ça te fait quelque chose? Est-ce que tu es fière par rapport au fait, parce qu'elle m'a dit qu'elle était fière de moi, est-ce que tu es fière par rapport au fait que on remarche sur les pas de nos ancêtres? Et du coup, oui, elle m'a avoué que oui, elle était fière que je pense une de ses filles suive vraiment bien, parce que ma grande sœur aussi, mais du coup que je retrace les pas de mes ancêtres et que ça ne s'oublie pas. Mais donc, avant, tu ne savais pas finalement qui étaient certains de tes ancêtres, tu ne savais pas donc cette partie de ton histoire familiale, et le fait que tu l'apprennes, ça a été suffisamment fort pour te donner envie de te réapproprier toute cette partie, cette histoire-là. Ça a été vraiment... pour toi, c'était impossible de « Oh, j'ai cette information, mais non, je vais continuer ma vie, on y va, quoi ». De continuer, comme tu l'as si bien dit, à faire la fête et profiter de la vie comme une jeune que tu es. Alors déjà, j'ai jamais été comme les autres jeunes de mon âge. Avant même de savoir, c'était pas trop mon truc, comme tous les autres, la fête, les sorties, ceci, cela. J'étais très casanière et je ressentais un vide que je savais pas expliquer. Et en fait, après, le déclic pour moi, ça a été Taglit, vraiment. Oui, donc une fois qu'on a l'information, après on décide d'aller plus loin. Là, tu fais un voyage, tu pars en Israël. Et donc, à ce moment-là, t'as jamais fréquenté la communauté. Je suppose que t'avais jamais fait, par exemple, un Shabbat, que tu connaissais peut-être pas tout un tas de rituels qu'ils pratiquent. Et ça, est-ce que ça t'a fait peur de te jeter un peu dans cet inconnu? Oui, ça fait peur de se lancer un peu dans l'inconnu comme ça, surtout que j'étais seule. Dans mon groupe, il y avait pas mal de personnes qui étaient déjà allées en Israël, des gens qui ont toujours su qu'ils étaient juifs, donc ça me faisait très peur. J'avais vraiment peur d'être rejetée. J'avais très peur qu'on me dise quelque chose comme bah, t'es pas une vraie juive ou une nouvelle juive ou je sais pas quoi. Donc j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça. Pour ce qui est des Shabbats, j'en avais jamais fait. Mais je connaissais la prière pour les bougies, par exemple. J'avais appris pas mal de trucs dans mon coin. J'avais appris à lire et écrire l'hébreu. Mais c'est vrai que je me souviens que le Shabbat à Jérusalem, quand on a fait la prière sur les bougies, j'ai pas osé parler. J'avais tellement peur que ce que j'avais appris ne soit pas qu'il y ait une erreur ou quelque chose. J'étais tellement peu sûre de moi que du coup, j'ai rien dit, alors que je savais quoi dire. Ça y est, t'es allée en Israël, t'as fait ce voyage. Et est-ce qu'il y a un moment particulier qui t'a marqué? Est-ce que tu aurais, par exemple, quand tu es arrivée à Jérusalem, je sais que pour moi, ça a été un choc. J'aimerais bien savoir ce que toi, tu as ressenti. Alors moi, quand je suis arrivée en Israël, déjà, je pensais qu'en arrivant, j'allais être super émue. Et en fait, je réalisais pas que j'étais là. Tout le temps où on était à Tel Aviv ou dans les autres villes, je réalisais pas que j'étais là. Le soir où on est arrivé à Jérusalem, j'étais bouleversée. Je comprenais où j'étais et c'était très fort. Déjà, il faut savoir que c'était vraiment l'endroit où je voulais aller le plus. Donc, j'ai senti quelque chose de très fort en moi et j'étais la veille d'aller au Kotel, j'étais vraiment bouleversée. Et oui, le moment le plus fort pour moi, ça a été la découverte du Kotel, bien sûr. C'était incroyable de voir cet endroit qui regroupe
tous les juifs du monde, un seul petit endroit qui regroupe tous les juifs depuis des millénaires. C'était incroyablement fort. Et tu m'avais dit une phrase que j'aime beaucoup. Tu m'as dit, alors quand je suis arrivée à Jérusalem, en Israël, je savais que j'étais juive, mais là, pour la première fois, je le ressentais. Ça, c'est vraiment un truc que je trouve spécifique et qui n'arrive pas à tout le monde, mais c'est vrai que il y a quelque chose qui se passe, mais dans nos tripes, il y a un truc viscéral qui se déclenche, et ça, c'est assez inexplicable, et ça nous appartient, et finalement, je crois qu'après, c'est le début, c'est un nouveau départ après ça, non ? Ah oui, totalement. J'ai ressenti à ce moment-là quelque chose de tellement fort que je pouvais même pas l'expliquer. J'ai pleuré du début à la fin, mais c'était vraiment tellement fort que j'arrivais pas à le contrôler. Et quand je me suis retournée, qu'on est vraiment descendu au Kotel, j'ai vu qu'il y a plein de gens derrière moi qui pleuraient. Parce qu'ils m'ont vu pleurer. En fait, je pense que ça a dégagé, c'était tellement fort en moi que ça a dégagé à travers moi quelque chose de super fort pour les gens qui étaient déjà venus plein de fois, en fait. Ouais, c'est incroyable comment on peut communiquer au-delà des mots, ne serait-ce que par une émotion, et elle est contagieuse et qu'elle est bonne à ressentir. Et après ce voyage, donc tu es revenu en France, et là, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ? Est-ce que tu as repris ta vie comme avant, ou au contraire, est-ce que une quête incessante a débuté ? Alors du coup, non, je voulais continuer dans cette bonne lancée. Donc déjà, je partais avec des amis juifs, donc j'avais un petit peu un petit pied dans la communauté, on va dire. Et c'est après, en 2020, qu'on a décidé de faire des recherches généalogiques avec ma sœur. Parce qu'avant ça, quand je suis rentrée de Taglit, pour moi, j'étais quasiment sûre qu'on ne retrouverait rien et qu'on ne pourrait pas prouver qu'on était juive, en fait. Ah oui, donc finalement, après être allée dans ce pays et d'avoir ressenti ça, il y avait vraiment une volonté de réaffirmer quelque chose, de réappuyer sur un truc sur lequel tu pensais ne pas pouvoir appuyer, c'est-à-dire que tu n'étais pas sûre de retrouver des papiers, mais peu importe, c'était quand même nécessaire de faire ces recherches-là et de se lancer dans une forme de réparation. Oui, on voulait vraiment pouvoir réparer ce qui s'est passé, pouvoir combler le vide, comme j'ai pu le dire, dans notre histoire, pour que les générations après n'aient pas à faire ce travail-là. Et là, quand tu t'es lancée dans cette quête, donc finalement, ta sœur aussi t'a accompagnée dedans, et comment tu t'es débrouillée pour trouver des informations ? Comment t'as fait dans ton quotidien ? Est-ce que là, finalement, t'es allée taper à la porte d'une synagogue ou peut-être d'une autre association ? Alors, pas tout de suite. Déjà, on a fait des recherches un petit peu des actes de naissance sur les archives qui sont numérisées, parce que notre arrière-grand-mère est née en France, donc ça a un petit peu simplifié. Donc, on a essayé de remonter comme ça. Et comme sa sœur a été déportée, de base, on voulait prouver par sa sœur, en fait, que du coup, on était juive, parce qu'elle a été déportée dans un camp parce que juive. Mais c'était un peu moins direct. Ça aurait été plus simple de prouver par mon arrière-grand-mère. Et dans nos recherches, on a pu retrouver que mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père se sont mariés du coup à la synagogue des Tournelles. Et donc, qu'il y a eu un mariage religieux. Et donc, on pouvait éventuellement entamer un processus pour pouvoir prouver notre filiation. Et quand tu fais toutes ces démarches, donc je suppose que tu continues à étudier, à travailler, à être auprès de ta famille. Et comment tu as réussi à un peu incorporer les deux ? Est-ce que c'est ça qui a pris beaucoup plus de place ? Je ne sais pas, est-ce que tu passais tes week-ends à faire des recherches sur Internet, à regarder des documentaires, ou est-ce que tu faisais ça quand tu avais un peu de temps ? Tu sais, par exemple, au lieu de réviser ton baccalauréat, souvent il y a tennis à la télé, et on adore regarder le tennis alors qu'on doit réviser. Est-ce que là, au contraire, quand tu avais peut-être des choses importantes à faire, est-ce que tu arrivais à faire ces choses-là, ou est-ce que cette quête de recherche, de papier, finalement, prenait à chaque fois le dessus ? Alors, c'était mon obsession totale. Il n'y avait rien qui était plus important que ça. C'était tout le reste passé après. Vraiment, c'était ma priorité. Et ça te faisait du bien ? Et comment le vivaient, par exemple, les gens autour de toi ? Est-ce que tu avais l'impression d'être toute seule dans cette bulle-là, un peu isolée ? Ou est-ce qu'au contraire, cette recherche te nourrissait, te faisait du bien, te rendrait peut-être plus en contact avec les autres ? Alors, ça me faisait du bien, d'un côté parce que j'étais contente et je me retrouvais, je me sentais enfin à ma place. Et d'un autre côté, c'était compliqué parce que ma mère, ça lui faisait peur que j'avance dans quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Et plus elle me voyait avancer, plus elle avait peur du jour où il faudrait éventuellement l'annoncer à mon père. Et du coup, c'est vrai que ça a été très compliqué parce que je faisais un pas en avant, 10 en arrière, parce que
J'étais toute pleine de bonne volonté, comme de vouloir écrire le nom de mes arrière-grands-parents dans leur synagogue où ils se sont mariés. Et je pensais que ça allait faire plaisir à ma mère. Et tout de suite, elle m'a crié dessus en me disant « Mais laisse ça, c'est pas tes affaires, c'est pas leur choix, j'aurais jamais dû te le dire. » Donc, c'était pas simple. Et oui, parce que c'est ton histoire, mais c'est aussi une histoire commune, partagée, des souffrances partagées, des non-dits partagés. Et comment faire pour que notre volonté ne fasse pas du mal à d'autres. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas y aller comme un bulldozer et exploser. Quoique, il y en a, ils ont peut-être cette méthode-là, mais c'était pas la tienne. Donc, il a fallu que tu fasses ça petit à petit en respectant donc quand même la peur de ta mère, ou finalement, c'est traumatisme. Et peut-être que toi, tu les répares un peu plus vite parce que tu commences plus jeune. Et puis, on espère que en faisant ce chemin-là, ça fasse aussi du bien à tes proches. Alors du coup, oui, j'ai avancé petit à petit. J'ai respecté le souhait de ma mère de ne pas en parler à ma famille, du côté de mon père, notamment à mon père. Mais par contre, elle savait qu'il n'y aurait rien qui m'arrêterait. Peu importe si on a eu des disputes ou qu'elle n'était pas d'accord sur des choses, elle savait très bien, jusqu'à ce que j'ai mon certificat, que je suis allée au consistoire, je suis passée au mikvé, etc., qu'il n'y avait rien qui pouvait se mettre sur ma route, même pas elle. Et là, ça fait 4 ans, je crois, depuis que tu fais toutes ces recherches. C'est quand même long, 4 ans, parce que finalement, il y a cette découverte, on apprend une partie de notre histoire, ensuite, il faut le digérer, ensuite, il y a le voyage, ensuite, il y a le retour, ensuite, il y a la recherche des papiers. C'est quelque chose qui ne se fait pas en 2 mois, ça prend du temps. Et puis toi aussi, je pense qu'il faut que tu le digères. Donc, c'est des temps quand même assez longs et finalement pas si longs que ça au vu de notre jeune âge quand même. C'est vrai que ça prend du temps. J'avais une amie qui me disait souvent « prends du recul ». C'est pas grave si tu fais pas tout d'un coup, fais une pause, ça veut pas dire que t'arrêtes, mais prends du recul. Parce que comme j'avançais seule, ma mère ne me soutenait pas forcément dans tout ça et je pouvais pas en parler. C'est vrai que c'était difficile et j'ai eu des moments de doute et je me disais « c'est trop dur pour moi ». Je me souviens de fois où je me disais « mais j'y arriverai pas, Moi, j'ai toujours cru en Dieu et je me disais, s'il a choisi que ce soit moi, c'est que ça doit être moi qui vais faire ça. Mais je me disais, je doute pas de sa volonté, mais je doute de moi. Il a pas misé sur le bon pion, je vais pas réussir. Je vais pas réussir. Oh, mais si, regarde, on est là. Et en plus, moi, je me souviens de toi parce qu'on s'est rencontrés en Pologne. Et là, tu nous as lu une lettre, justement, qui était une lettre adressée à un monsieur pour faire des recherches. Et est-ce que c'était la première fois que tu lisais, que tu racontais ton histoire comme ça devant des inconnus ? C'était la première fois que je racontais devant autant de personnes, oui. Et qu'est-ce que ça t'a fait et sur quoi ça t'a amené de, toi, enfin, libérer la parole ? Alors, c'était important de le faire. C'est vrai que ça a été très difficile parce que c'était le soir même où on avait visité les camps. Et ça a été la journée la plus compliquée pour moi en Pologne. Et c'est vrai que du coup, je me voyais pas en parler parce que je me sentais trop fragile. C'était un moment où je me suis dit, je vais à peine dire 2 mots que je vais craquer. Et après avoir entendu tous les témoignages de tout le monde, j'ai réussi un peu à m'apaiser et je me suis dit, ce serait quand même important d'en parler. Et aujourd'hui, c'est incroyable parce que donc après plus de 4 ans de recherche, tu retrouves des membres de ta famille. T'as un amoureux, t'as ton certificat de judaïté. Tu parles devant des petits groupes, mais tu m'as même raconté que tu as parlé en Espagne devant plus de 1000 personnes. Donc, j'ai l'impression que toutes ces recherches, tout ça a apporté quand même de magnifiques expériences, de magnifiques rencontres. C'est assez incroyable tout ce qui t'arrive. Ah, totalement, c'est incroyable. Et vraiment, la dernière chose incroyable que j'ai fait avant la radio, c'était donc effectivement le voyage en Espagne avec le groupe Olami, qui m'ont invité à venir témoigner devant plus de 1000 personnes à Tolède pour pouvoir raconter mon histoire. Et j'avoue que c'était compliqué. J'ai jamais autant stressé de toute ma vie, mais jusqu'au moment où je devais monter sur scène et le monsieur qui m'accompagnait, qui était rabbin, me disait ne stresse pas, respire, t'es né pour ce moment, c'est Hachem qui t'envoie. Et avant de monter sur la scène, en fait, je pensais que aux autres. Je me disais, à l'époque, j'aurais bien aimé qu'on me raconte quelque chose de similaire pour moins me sentir seule. Et peut-être que ça va aider beaucoup de gens, donc il faut que j'y aille. Amen, c'est trop beau. Finalement, après tout ça, moi, le
le truc qui me titille, c'est j'espère que vous allez aussi pouvoir libérer la parole dans votre famille, parce que ton père n'est toujours pas au courant et tu m'as dit que tu étais très proche de lui, donc ça doit être quelque chose d'assez intense à vivre au quotidien. C'est vrai que c'est pas facile de devoir lui cacher ça, parce que c'est comme si je vivais une double vie et c'est quand même une grosse partie de ma vie, enfin c'est toute ma vie pour moi. Et c'est vrai que j'ai hâte de pouvoir lui en parler, mais je pense qu'il va un petit peu tomber de plusieurs étages, dans le sens où il va se dire ma fille a vécu une autre vie carrément pendant plusieurs années. Et oui, et puis en plus il y a quand même ta maman qui est là, qui c'est elle, qui veut vraiment pas que ça se sache, donc il va falloir que tout ça prenne encore un peu de temps, que les choses se digèrent encore. Et il y a ta petite sœur aussi qui n'est pas au courant encore, qui a quoi, 22 ans ? Oui, c'est ça. Et avec ta petite sœur, tu penses qu'elle le sent aussi, ce non-dit encore qui est là ? Non, je pense pas qu'elle le sente, mais pareil, je suis très proche d'elle et j'aimerais beaucoup lui en parler, mais c'est pas à moi de le faire, donc j'attends. Et quand ton amoureux il vient à la maison, est-ce qu'il vient avec sa kippa ? Est-ce qu'il... Non, parce qu'il la porte pas, mais s'il vient avec sa kippa, ça pose pas de problème. Mon père sait qu'il est juif, il l'apprécie. Quand il vient, on fait du poisson parce que la viande, il mange que la viande cachère et il n'y a pas de problème. Et ta maman, qu'est-ce que ça lui fait d'avoir un jeune homme juif à la maison, à sa table ? Alors, ce qui est drôle, c'est qu'elle se sent pas du tout concernée par tout ça et en même temps, elle nous dit souvent « Je suis contente que tu sois avec un juif, je suis contente que tu sois avec lui. » Donc, c'est un peu contradictoire, mais je pense qu'au fond, ça lui fait plaisir, mais elle veut pas trop le dire. Oui, mais la maman va bientôt se détendre et puis on espère que tout ça sera bientôt rendu officiel et que tu puisses vraiment vivre pleinement ton identité. En tout cas, on le souhaite très fort. Merci. Moi, je suis hyper ravie que tu sois là aujourd'hui, que tu sois venue nous parler de ton histoire, que tu ailles au-delà de tes peurs, au-delà des traumatismes de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrière-grand-mères. Je pense qu'elles sont très fières de nous, de là où elles nous regardent. Et moi, je suis vraiment ravie que tu sois venue dans cette émission. C'est magnifique et je pense que ça inspirera beaucoup de gens, je l'espère en tout cas. Et j'ai hâte de vous retrouver avec notre prochaine invitée. Salut!